Quels seront les métiers de nos enfants? Ces fameux emplois 4.0 dans un univers qui est extrêmement robotisé, c'est des métiers où l'humain est complètement au cœur. Cette semaine, mon invitée est Isabelle Rouen, fondatrice et dirigeante de Colibri Talent, un cabinet de recrutement et de placement de dirigeants. Elle est auteure d'un premier ouvrage, Les métiers du futur, conférencière et également présidente du think tank l'Observatoire des métiers du futur. Elle est également l'auteure de Emploi 4.0, quel métier pour réussir la transformation technologique. Nous allons évoquer avec elle les conséquences de la crise sur le marché de l'emploi, les grandes tendances de ce marché dans les années à venir, ainsi que les compétences à développer pour y trouver facilement sa place. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Alors moi, je m'appelle Isabelle Rouen, j'ai 45 ans. J'ai eu une vie professionnelle double. J'ai commencé dans le monde des médias et dans le salariat à la fin des années 90. Bon, déjà, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC et derrière un diplôme en communication. Et j'ai travaillé assez longtemps dans le monde des médias et de la com, notamment dans une agence média qui s'appelle Havas, où j'ai passé une douzaine d'années et où j'ai l'habitude de dire que j'ai fait à peu près tous les métiers chez Havas, de padawan jusqu'à directeur associé, donc à chaque fois des métiers en contact avec le client et de conseils et de recommandations. Et mon dernier job salarié était chez Facebook de 2014 à 2017, où je construisais des relations à long terme entre Facebook et les grandes entreprises françaises. Et pendant cette période-là de 3 ans, j'ai vu les effectifs de Facebook en France faire fois 4 et le chiffre d'affaires faire fois 20. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plus rien de permanent sauf le changement. Et du coup, moi aussi, j'ai changé de vie. J'ai changé de vie en 2017, j'ai créé ma boîte. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur. Mon entreprise s'appelle Colibri Talent. C'est un cabinet de recrutement de dirigeants, également d'outplacement. Et je travaille principalement dans les domaines de la data science, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est système d'information avec des clients assez variés. C'est un métier à 2 tiers temps. Et à côté de ça, j'ai développé une spécialité, une expertise de prospective sur le futur du travail, le futur des métiers. Donc j'ai écrit un premier bouquin en 2019 qui s'appelle «Les métiers du futur», paru chez First, qui a plutôt bien marché. Et j'ai décliné ce format de livre en 2 choses. D'une part, un observatoire des métiers du futur, qui est une association loi 1901. On est une quinzaine dedans, tous bénévoles, et on produit entre 1 et 2 livres blancs par an pour impacter positivement les entreprises et les pouvoirs publics sur ces sujets de changement du travail. Et j'insiste lourdement sur le positivement parce que je pense que s'il y a un truc à retenir de toute ma démarche et tout mon parcours professionnel, c'est l'envie d'impacter positivement. Je décline aussi cette vision de prospective sur les métiers du futur en un podcast qui sort tous les mercredis matins sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et j'ai également un second bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Emploi 4.0, parce que suite au Covid, ça m'a paru intéressant de rajouter une dimension emploi à tout ça. Effectivement, c'est parti du premier confinement et d'un climat qui était extrêmement anxiogène et où j'ai eu envie du coup de faire un pas de côté et d'aller chercher ce qu'on pouvait trouver de novateur et de positif à tout ce grand chamboulement. Et c'est parti aussi du constat de se dire qu'en 2021, on a recréé tous les emplois qui ont été détruits par la crise sanitaire, en 2020. Par contre, c'est pas les mêmes jobs, c'est pas au même endroit. C'est-à-dire qu'on a 47 000 emplois de plus dans le secteur du BTP, 36 000 emplois de plus dans le secteur du e-commerce, mais on a perdu des emplois dans le commerce, dans le retail physique. On a perdu, des emplois dans le domaine de l'industrie, plus de 36 000 emplois. Donc en fait, on voit des mouvements qui s'accélère extrêmement fort du fait, d'une part, de la crise sanitaire et d'autre part, des conséquences de la digitalisation. Et moi, je suis convaincue qu'il faut protéger les gens, pas forcément les emplois, qu'il y a des emplois qui disparaissent, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui apparaissent aussi et c'est très chouette. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de métiers qui apparaissent que de métiers qui disparaissent. Et c'est pas que moi qui le dis, hein, il y a un institut d'études qui s'appelle Eurostat, qui est l'institut d'études européen qui démontre que d'ici 2025, on aura 15 millions de créations d'emplois en Europe du fait du digital et en parallèle 6 millions de destructions.
Donc on voit bien que le mouvement il est positif, mais pour le coup, il y a une grande liquidité du marché et un gros besoin de s'adapter. Et donc du coup, j'ai eu envie d'écrire ce deuxième livre. Et la particularité de ce deuxième livre, c'est qu'il cible les dirigeants. Le premier, c'était vraiment un livre très grand public, parce que First est un éditeur grand public et donc c'était assez naturel de rentrer par là. Et j'ai eu envie d'écrire ce deuxième livre pour aller justement convaincre et emmener les dirigeants sur deux sujets. Le premier qui est effectivement la façon de créer ces nouveaux emplois 4.0 et la seconde qui est comment est-ce que je dirige mon entreprise dans ce nouveau monde 4.0. En fait, il y a eu 4 ruptures technologiques extrêmement fortes qui ont généré 4 changements extrêmement importants dans le monde du travail. La première rupture technologique, c'est la machine à vapeur. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais grosso modo, ça remonte au XVIIIe siècle. La deuxième rupture technologique, c'est au début du XXe siècle, c'est l'arrivée de l'électricité. Donc la machine à vapeur, ça déclenche les débuts de l'industrialisation. L'électricité, ça déclenche le travail à la chaîne. La troisième rupture technologique, les emplois 3.0, c'est ceux qui sont liés à la micro-informatique. Donc là, on est dans les années 70 à 2000 et ça va déclencher tout ce qui est tertiarisation de l'économie, d'une manière, générale et puis peut-être début de la mondialisation des compétences. Et la quatrième révolution, industrielle, c'est celle de l'intelligence artificielle. Donc là, on est rendu au début des années, 2010 et effectivement, les emplois 4.0, c'est ces emplois qui sont liés, d'une part à l'accélération de la data, d'autre part, à l'accélération de l'IA qui changent de manière extrêmement fondamentale, les métiers. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un changement, ça crée de la peur et ce qui est tout à fait, normal, hein. Et d'ailleurs 72 des travailleurs européens, aujourd'hui, ont peur que les robots leur volent leur travail. C'est un chiffre qui sort de la Commission européenne et pourtant il y a plein de chiffres qui montrent le contraire. Le premier déjà, quand on balaye dans le temps, et c'est pas un livre d'histoire du tout, hein, c'est un livre très, très contemporain, voire prospectif et futuriste. Mais quand on balaye dans le temps, la population active en France, c'était 17 millions de personnes au 19e siècle, c'est 30 millions de personnes aujourd'hui. Donc on voit bien qu'elle a quand même fait x2. Donc on peut se dire que ces différentes révolutions, industrielles, elles ont pas détruit le travail, bien au contraire. Et puis quand on va dans le détail de ces révolutions industrielles, au-delà du chiffre Eurostat que je t'ai donné, on a beaucoup de marge de manœuvre dans notre pays, hein. Sur ce qui concerne, la robotisation, on est aujourd'hui, à 19 robots pour 1000 salariés en France. C'est 21 en Italie, c'est 34 en Allemagne, c'est 77 en Corée du Sud. Donc on a un peu de quoi faire. Et en parallèle de ça, les pays les plus, robotisés au monde, les pays les plus automatisés au monde sont ceux qui ont le taux de chômage le plus bas. En l'occurrence, c'est, l'Allemagne et le Japon. Donc on peut vraiment aller chercher de la croissance et aller chercher, la croissance durable, hein, parce que c'est aussi ça qui est important et je pense qu'on y reviendra. Mais en tout cas, il y a vraiment des opportunités extrêmement fortes liées au digital et liées à l'IA. Ces fameux emplois 4.0 dans un univers qui est extrêmement robotisé, c'est des métiers où l'humain est complètement au cœur. Et c'est ça le message que je veux passer pour rassurer. C'est-à-dire qu'un emploi 4.0, c'est un emploi qui effectivement, plus on met de la technologie et plus il faut remettre de l'humain dedans et je donnerai des exemples, concrets après. C'est aussi un métier qui, engendre de la, croissance durable, donc qui contribue à la résilience, économique ou à la résilience énergétique et enfin, c'est des métiers qui sont, inclusifs et dans le livre, il y a une grosse part où effectivement je parle de l'inclusion, des femmes, l'inclusion des déconnectés et l'inclusion des gens un peu plus âgés. Et pour en revenir au fait qu'effectivement, on va pas tous être remplacés par des robots, fort heureusement, j'ai plusieurs anecdotes à raconter là-dessus. La moitié des heures travaillées en France est automatisable d'ici 2022. Donc c'est absolument colossal, mais ça ne veut absolument pas dire que la moitié des emplois va disparaître, et fort heureusement. 5 des postes pourraient être totalement supprimés. Et moi, je dis que c'est tant mieux, parce qu'une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche répétitive, c'est souvent une tâche qui est pénible, c'est souvent une tâche qui est rébarbative. Et encore une fois, si elle se doit disparaître au profit de la machine, tant mieux. Il faut protéger les gens, pas forcément les emplois. Le vrai sujet, c'est de proposer aux gens qui sont totalement désintermédiés par une machine un autre type d'emploi. Et ce que dit cette étude aussi, c'est que dans 60 des cas,
on va avoir le métier partiellement impacté. Et c'est là que c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage? Et l'exemple très concret qui montre que ça doit être fait avec une réflexion de gouvernance et à bon escient au service de l'humain, c'est un exemple que j'ai été chercher au Canada, auprès d'un monsieur qui s'appelle le professeur Fabrice Brunet. C'est un Français et il dirige un hôpital qui s'appelle le CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Et ce qui est absolument génial, il a dit: «J'automatise une tâche et une seule, qui est celle de pousser des chariots dans les étages». Donc il a créé une autoroute des robots sur 26 étages, mais pour autant, il ne s'est pas séparé des magasiniers. Il en a formé une toute petite partie à faire du contrôle qualité, entre 5 et 10 qui font du contrôle qualité des robots et qui concrètement, remettent dans le droit chemin, un robot qui buggerait et qui s'égarerait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les 90 restants, il leur a proposé de changer de métier et il en a fait des logisticiens. Donc il les a amenés à répartir intelligemment dans les étages tout ce qui était amené, par les robots, plutôt qu'à pousser des chariots. Et ça, c'était une tâche qui avant était effectuée par les soignants. Et en fait, l'indicateur de succès qu'il regarde, parce que c'est un médecin, il a regardé le taux de guérison des malades et leur vitesse de sortie. Et dans les 2 cas, ça s'est amélioré. Simplement parce qu'il a automatisé une tâche et qu'à ISO effectif, il a remis de l'humain, il a remis, de l'humain à sa bonne place. Donc c'est la démarche des emplois 4.0, c'est certainement pas de dire: «On va tous être remplacés par des machines», bien au contraire, mais bien plus d'avoir une stratégie de l'automatisation, parce que c'est l'automatisation qui change fondamentalement le travail, qui se fasse au service du plus grand nombre, au service de l'humain et pas simplement d'un profit à court terme. Aujourd'hui, on a 90 de salariés en France. C'était 93 il y a quelques années, donc le salariat reste quand même la majorité. Heu, Néanmoins, on voit effectivement des gens qui sont multi-employeurs, on voit des gens qui s'emploient eux-mêmes, ce qui est mon cas et surtout, on voit de plus en plus dans les raisonnements, d'une part des DRH et d'autre part des talents, la logique de se dire: «On n'a pas besoin quand on est patron d'une boîte d'avoir toutes les compétences en interne. On peut tout à fait s'appuyer sur des experts de manière ponctuelle, sur certaines compétences rares ou sur certains projets» et inversement, quand on est, slasher comme tu dis ou quand on a ce petit côté, touche à tout, on n'a pas besoin d'avoir un unique employeur et le fait de pouvoir travailler avec différents partenaires, différents clients en ce qui me concerne ou différents employeurs, c'est tout à fait possible avec différents métiers. En fait, moi, je raisonne un métier comme un portefeuille de compétences. Et donc, on peut tout à fait se dire: «Je me sers d'une partie de ces compétences dans un métier A, d'une autre partie dans un métier B. Si demain je veux faire un métier C, bah, je vais acquérir les quelques compétences qui me manqueraient» et voilà donc, ça devient massif. C'est extrêmement massif aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 35 du travail aux États-Unis. À horizon 2030, ce sera 50 du travail aux États-Unis qui sera comme ça. En France, on en parle beaucoup, on le met en pratique, plus sur les jeunes générations, parce qu'en France, il y a quand même des choses qu'on n'a pas craquées sur ce sujet-là, qui sont comment on construit sa vie et je parle d'accession au logement, je parle d'accession à la propriété. C'est très compliqué aujourd'hui quand on est, slasher, auto-entrepreneur, même si on gagne très bien sa vie, d'avoir un crédit pour acheter, même d'avoir un bail pour louer. Les propriétaires vous demandent très, très vite un sacro-saint CDI et donc c'est aussi ça qui bloque. C'est-à-dire que si on veut progresser dans cette agilité de forme d'emploi, il va falloir faire évoluer notre société parce que si derrière les slasheurs, ils sont tous à vivre chez papa-maman, ça va pas marcher et c'est vrai que, tu vois, moi, je suis devenue slasheuse à 41 ans, mais j'avais pu résoudre ces sujets-là et aller faire des bisous à plein de banques pour de nombreuses années qu'aujourd'hui, alors je suis tout à fait solvable avec différents bilans, à de pou à pro de ma boîte à pouvoir montrer et ben, je pense que les bisous de la banque, pardon, seraient beaucoup moins chaleureux. Ce qui est absurde, en fait, parce que le niveau de revenu, il est quasi équivalent, voire il est équivalent, mais pour eux, c'est moins sécure. Donc c'est ça, en fait, qu'on n'a pas, à mon avis, complètement craqué. Je travaille avec des observatoires de différentes banques et compagnies d'assurance là-dessus, effectivement, sur comment est-ce qu'eux peuvent adapter leurs offres pour intégrer cette tendance qu'on sent massive dans certains pays, qui s'accélère en France, mais qui n'est largement pas dominante, notamment bloquée par ça.
ne sera pas développeur, même si on manque de développeurs, hein. Il manque 900 000 codeurs en Europe et il y a 80 000 postes numériques non pourvus chaque année en France du fait d'un déficit de compétences. Mais effectivement, il n'y a pas que le code dans la vie. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos parents, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Donc effectivement, plus on met de la machine, plus il faut remettre de l'humain au cœur. Et là où les compétences de savoir-être sont importantes, les fameuses soft skills, c'est parce qu'elles sont pérennes. Ce que génère cette transformation très forte du travail, c'est une obsolescence accélérée des compétences techniques. Donc une compétence technique, ça avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70, donc c'était génial. On allait à l'école, on se formait, on avait un diplôme, on apprenait un métier. Éventuellement, on se reformait à mi-carrière et c'était assez linéaire. Ça, c'est fini. Une compétence technique, aujourd'hui, ça a une durée de vie entre 12 et 18 mois. En 2025, une compétence technique aura une durée de vie d'1 an. Donc ça veut dire 2 choses. D'une part, on est, obligé de se former en permanence et moi, c'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour ça que j'écris des bouquins parce que c'est moi, ma façon de me former en rencontrant les gens, qui font l'innovation de demain et d'autre part, ça veut dire qu'on peut capitaliser sur un autre type de compétences, ces fameuses compétences de savoir-être, parce qu'elles, elles sont pérennes. Que ce soit le leadership, l'agilité, la capacité à travailler en équipe, la capacité à apprendre qui, selon moi, est vraiment, celle qui est la plus importante. Ça, c'est quelque chose qui se bonifie avec le temps. Donc effectivement, on a tout intérêt à capitaliser là-dessus. En plus, les soft skills, elles peuvent s'enseigner, elles peuvent être mises en situation. On a fait, au-delà du chapitre qui est dans ce livre Emploi 4.0, on en a fait tout un livre blanc, à l'Observatoire des métiers du futur et je tiens à saluer le travail de l'équipe là-dessus, notamment, de Stéphanie Fraise qui a beaucoup porté ce sujet, qui est la VP HR de Blablacar et qui a aussi témoigné dans le bouquin parce que c'est elle la passionnée de soft skills. Moi, ça me fait lever le matin, mais elle encore plus que moi. Et donc effectivement, c'est très important parce que plus on sera, agile et adaptable et curieux et plus on sera employable dans ce monde, de demain qui est même déjà là aujourd'hui. Il y a des métiers qui vont rester en présentiel et je pense qu'il faut surtout pas que le contact humain disparaisse. Par contre, il y a réellement une liquidité et une mondialisation des compétences plus que des métiers. C'est-à-dire qu'effectivement, sur certaines compétences, ce qu'on pensait ne jamais pouvoir se faire de n'importe où, à n'importe quel endroit, bizarrement depuis 2020, il y a plein de trucs qu'on pensait pas possibles et qui sont devenus complètement possibles du jour au lendemain. Mais c'est pas la totalité. J'avais une étude qui a été faite par une boîte qui s'appelle Boosters sur le télétravail qui démontre que 62 des tâches pourraient être faites intégralement à distance. Donc c'est pas la totalité, mais c'est quand même déjà 2 fois plus que les chiffres du gouvernement qui étaient donnés avant le covid. J'insiste, avant le covid, on disait 30. Pendant le covid, on est à 62. Donc déjà, c'est pas la totalité et après le sujet, c'est que ça concerne pas non plus tous les niveaux de seniorité. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y a certains métiers qui sont pas faisables à distance, hein, je vois pas très bien comment un chauffeur de bus va télétravailler, hein, ou alors faut m'expliquer. Mais au-delà de ça, les collaborateurs les plus expérimentés peuvent plus facilement travailler intégralement à distance que quelqu'un qui est en début de carrière et qui a besoin en fait d'être coaché, d'être accompagné, de faire des choses de pair à pair. Pair PIR, c'est quand même un poil compliqué quand on est intégralement en Zoom. Donc il y a aussi tout ça, c'est que si on se veut inclusif, moi je crois beaucoup plus à l'hybride. C'est-à-dire qu'il y a un marché mondial des compétences qui est très net, et je pense que le travail deviendra de plus en plus hybride, où on va être à la fois là et à la fois pas là, et avec des moments où on créera ensemble et où le bureau va devenir un lieu de co-création, parce que ça sert à rien d'aller au bureau, c'est juste pour faire des meetings chacun dans sa bulle. Eh bien, j'ai envie de dire, prenez du plaisir à travailler, prenez du plaisir à vous former, soyez curieux. Moi, je pense que le monde actuel, il est, fait d'infinies possibilités, et d'infinies opportunités. Alors c'est vrai que c'est pas toujours confort, le changement, c'est pas toujours ce qu'on aime et c'est assez humain, mais je pense qu'on est bon dans ce qu'on aime justement, donc prenez du plaisir et je conclus le bouquin, enfin c'est pas je crois, je suis sûre, hein, je conclus le bouquin sur tout ce qui est, sens au travail et je me sers de l'exemple de l'ikigai, qui est un concept japonais, où on aligne ce qu'on aime faire, ce qu'on sait très bien faire et là où il y a un besoin et un marché et en fait tout le sujet il est là. C'est comment tout au long de la vie, parce que les 3 cercles ils bougent, ce que j'aime faire ça peut changer,
Ce dans quoi je suis bon, ça peut changer et là où il y a un besoin, ça peut changer. Mais comment j'essaye d'aligner ça tout le temps, régulièrement pour m'adapter à ce changement-là et d'arriver toujours à avoir un métier qui me fait kiffer, sur lequel je suis heureux de me former et que je suis heureux d'exercer. Voilà. Merci à Isabelle d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.